C'est bon, on commence. Donc, bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier la Société marocaine d'hématologie d'avoir organisé ce congrès, réussi comme d'habitude. Et voilà, aujourd'hui, comme vous savez, on va parler des syndromes myélodysplasiques. On va se focaliser essentiellement sur la partie clinique, parce que moi je suis clinicien, je ne suis pas biologiste. Donc à travers des cas cliniques simples, on va essayer de discuter un peu, de voir ce qu'il y a dans la littérature en ce qui concerne les actualités, diagnostics, classification, pronostic et traitement. Donc on enchaîne directement avec le premier cas clinique. On a reçu un patient âgé de 55 ans, ayant comme antécédent notion d'alcoolisme occasionnel, qui présente une dyspnée d'installation progressive qui s'installe depuis 6 mois dans un contexte de conservation de l'état général et chez qui l'examen clinique ne trouve pas de particularité sauf des conjonctives légèrement décolorées. Son hémogramme a objectivé une anémie à 9,6 avec un macrocytaire avec un VGM à 105, normochrome avec un TCMH à 29, une légère thrombopénie avec un taux de plaquettes à 120 000, une leucopénie à 2600 et une neutropénie à 1200, un taux de lymphocytes à 1000, un taux de monocytes à 300, avec un taux de réti à 22 000. En conclusion, une pancytopénie modérée ou légère, macrocytaire à régénératif. Donc, quels examens diagnostiques demander? Voilà. Voilà. Le myélogramme, dosage de la vitamine B12, B9, gamma-GT, bilan immunologique, TSH. Donc, on a demandé le dosage de la vitamine B12, B9, vu la pancytopénie macrocytaire, qui est revenue normale. On a demandé aussi la gamma-GT qui était normale, vu que le patient a des antécédents d'alcoolisme occasionnel. On a demandé aussi le bilan immunologique qui était négatif. On a aussi demandé la TSH qui était normale. On a complété par le frottis sanguin. Donc, qu'est-ce que vous voyez là sur cette image? Oui. Voilà, il y a un PNN qui est hyposegmenté et des granulés. Il y a aussi des macroplaquettes et il y a des anomalies morphologiques des globules rouges. Donc, on a fait le myélogramme. Au fort grossissement, donc la richesse là est estimée à... Est-ce que c'est une moelle qui est riche ou pauvre? Donc, c'est une moelle qui est estimée, voilà, avec une richesse de 2-3 croix. Et voilà, on note là la présence des mégakaryocytes dysplasiques, parce que vous voyez qu'il y a un mégakaryocyte avec un monolobé. Puis au fort grossissement, il y avait, voilà, sur cette image, qu'est-ce que vous voyez? Voilà, il y a quelques blastes, c'est 2 blastes, et il y a la présence, voilà, des myélocytes qui sont de taille hétérogène. Il y a aussi voilà, des érythroblastes acidophiles qui sont dystrophiques de taille hétérogène. Donc, il s'agit d'un syndrome myélodysplasique. Donc, conclusion de biologie, c'est un syndrome myélodysplasique avec une dysplasie multilignée. C'est multilignée sans excès de blast. Voilà. Donc, quels examens complémentaires demandés? Voilà, c'est ça le karyotype. On a complété par le karyotype qui a objectivé une perte du chromosome Y et la biologie moléculaire, on ne l'a pas réalisée. Donc, le diagnostic retenu, c'est un syndrome myélodysplasique multiligné. Donc, comme vous savez, les syndromes myélodysplasiques, c'est un ensemble d'affections hétérogènes caractérisées par une atteinte clonale de la cellule souche hématopoïétique qui entraîne une malformation ou des malformations ou déformations au niveau des progéniteurs. Donc, ces progéniteurs vont être apoptosés, ce qui va entraîner une ou plusieurs cytopénies ou pancytopénies. C'est une maladie qui touche essentiellement le sujet âgé avec un âge médian de 70 ans, mais c'est une maladie qui peut s'observer à tout âge.
Le plus souvent, les syndromes myélodysplasiques sont idiopathiques dans 90% des cas. Dans 10% des cas, les syndromes myélodysplasiques peuvent être secondaires, un facteur étiologique, notamment la chimiothérapie. Et dans ces cas-là, qui sont post-chimiothérapie, le pronostic le plus souvent est défavorable parce qu'il y a l'association avec des anomalies cytogénétiques ou moléculaires qui sont de mauvais pronostics. Parfois aussi, il y a d'autres facteurs comme l'exposition à la radiothérapie ou l'exposition à des agents toxiques, le benzène ou ses dérivés, ou parfois une maladie constitutionnelle. Donc, la complication redoutable des syndromes myélodysplasiques, c'est la progression vers la leucémie aiguë myéloïde qui est observée dans 30% des cas. Un petit mot sur la physiopathologie. Donc, la physiopathologie des syndromes myélodysplasiques est très, très compliquée et complexe. L'essentiel, c'est que, comme vous savez, l'hématopoïèse se déroule au niveau de la moelle osseuse à travers des cellules souches hématopoïétiques. Ces cellules souches hématopoïétiques baignent dans un micro-environnement, dans une niche qui est constituée d'éléments cellulaires et biochimiques qui assurent bien sûr la différenciation de ces cellules souches hématopoïétiques. Dans certaines situations, l'exposition à la radiothérapie ou chimiothérapie, ou vieillissement, ou l'exposition environnementale, ou une agression immunitaire, ces cellules souches vont, ce micro-environnement et ces cellules souches hématopoïétiques vont subir des modifications. Voilà, c'est des facteurs, ce qu'on appelle des facteurs intrinsèques ou des facteurs extrinsèques. Les facteurs intrinsèques, c'est des facteurs qui sont liés à la cellule souche hématopoïétique, et les facteurs extrinsèques, ce sont liés au micro-environnement. Ces facteurs sont responsables de la survenue de syndrome myélodysplasique. Donc les cellules, les facteurs intrinsèques, c'est l'acquisition d'une ou plusieurs mutations clonales, c'est des modifications épigénétiques, essentiellement c'est l'hyperméthylation. Donc l'hyperméthylation qui empêche la lecture du gène suppresseur de la tumeur, ça entraîne l'expansion tumeur. Et il y a aussi les modifications environnementales, essentiellement c'est l'inflammation, d'accord, qui a été prouvée dans plusieurs publications. Donc ces modifications de micro-environnement et les modifications au niveau de la cellule souche hématopoïétique entraînent, d'accord, la transformation de ces cellules souches en cellules dysplasiques. Ces cellules dysplasiques, bon, bien sûr, on aura une expansion de ces cellules myélodysplasiques. Ces cellules sont déformées, malformées, et vont subir un excès d'apoptose qui entraîne une pancytopénie, puis l'acquisition au niveau d'un clone de ces cellules, au niveau d'un clone myélodysplasique d'une ou plusieurs mutations qui interfèrent avec la différenciation cellulaire ou avec la prolifération, va entraîner la progression de cette maladie vers la leucémie aiguë myéloïde. Je sais que c'est compliqué, mais voilà. Donc maintenant, sur le plan clinique, le diagnostic des syndromes myélodysplasiques, soit c'est des découvertes fortuites lors de la réalisation de l'hémogramme, ou c'est lors d'une symptomatologie liée aux cytopénies. Essentiellement, c'est le syndrome anémique, voilà, qui prédomine le tableau clinique. Pour affirmer le diagnostic de syndrome myélodysplasique, il faut au moins un de ces critères. La présence d'une dysplasie, plus de 10% de cellules d'une ou plus d'inignées médulaires, ou la présence de plus de 15% des sideroblastes en couronne, la présence d'un excès de blastes entre 5 à 19% dans une moelle dysplasique, ou la présence de 2 à 19% des blastes dans le sang. Aussi, la présence d'une anomalie cytogénétique évocatrice d'un syndrome myélodysplasique, notamment la délétion 5e ou la monosomie 7 ou un karyotype complexe. Mais pour confirmer le diagnostic de syndrome myélodysplasique, il faut bien sûr éliminer les diagnostics différentiels qui peuvent être responsables de cytopénie ou de dysplasie. Donc, c'est des affections clonales ou non clonales. Donc, pour les pathologies non clonales, c'est surtout les infections virales, la prise médicamenteuse, les maladies auto-immunes, l'atteinte hépatique ou rénale, l'alcoolisme chronique, la carence en vitamine B12, B9. Pour les causes clonales, c'est surtout les néoplasmes myéloprolifératifs, l'aplasie médulaire et l'hémoglobinurie paroxystique nocturne. Là, je voudrais attirer votre attention sur les étapes pré-myélodysplasiques. Ce sont des entités qui sont de plus en plus connues actuellement. C'est la CHIP, LECUS et SECUS. Ça veut dire CHIP, c'est l'hématopoïèse clonale de signification indéterminée. LECUS, c'est la cytopénie idiopathique de signification indéterminée.
Et SECUS, c'est la cytopénie clonale de signification indéterminée. Donc pour CHIP, l'hématopoïèse clonale de signification indéterminée se définit par l'absence de cytopénie, l'absence de dysplasie, mais la présence des mutations somatiques. Là, le risque d'évolution vers un syndrome myélodysplasique est très très bas, il est de 0,5 à 1% par an. Pour la cytopénie idiopathique de signification indéterminée se définit par la présence de cytopénie, l'absence de dysplasie et l'absence des mutations somatiques. Et là aussi, le risque de progression vers un syndrome myélodysplasique est très bas. Pour la SECUS, c'est la cytopénie clonale de signification indéterminée. Donc cette entité se définit par la présence de cytopénie, l'absence de dysplasie au niveau de la moelle et la présence des mutations somatiques. Donc cette entité justifie une surveillance étroite parce qu'il y a un risque important de progression vers un syndrome myélodysplasique. Elle est d'environ 80% à 5 ans. Donc pour retenir le diagnostic syndrome myélodysplasique, il faut qu'il y ait une cytopénie, des cytopénies, une ou plusieurs cytopénies, une dysplasie au niveau de la moelle significative et la présence des anomalies cytogénétiques en moléculaires. Maintenant, le bilan indispensable au diagnostic, rapidement je vais passer. Donc le bilan indispensable au diagnostic, c'est l'hémogramme à la recherche des cytopénies, les réticulocytes pour le caractère régénératif à régénératif, le frottis sanguin pour mettre en évidence, bien sûr, les anomalies qualitatives au niveau des éléments figurés du sang et aussi pour le décompte de blast, et le myélogramme qui a un intérêt, bien sûr, pour rechercher les anomalies qualitatives au niveau de la lignée myéloïde et pour le décompte de blast, la coloration de Peirce qui permet de mettre en évidence l'anémie sidéroblastique qui se définit par la présence de plus de 15% des sidéroblastes en couronne ou la présence de 15% des sidéroblastes en couronne, le karyotype médulaire et la biologie moléculaire qui ont un triple intérêt. Ils ont un intérêt diagnostique, pronostic et thérapeutique. Et le bilan à visée du diagnostic différentiel, bien sûr, il faut éliminer les diagnostics qu'on a déjà cités, la vitamine B12, B9, la créatinémie, le bilan hépatique, le bilan inflammatoire et le bilan thyroïdien. Les autres bilans sont demandés en fonction du contexte clinique. Voilà. Donc maintenant, les classifications OMS, comme vous savez, la classification OMS évolue avec le temps. Et voilà, il y a beaucoup de modifications. Donc là, je vous ai mis un petit aperçu sur l'historique de la classification OMS depuis 2008. Et la principale remarque ici, c'est que dans les anciennes classifications 2008 et 2016, la classification OMS s'est basée essentiellement sur la morphologie et la cytogénétique. Mais en 2022, grâce aux progrès réalisés dans la biologie moléculaire, donc l'OMS a intégré les anomalies moléculaires dans la classification des syndromes myélodysplasiques. Et ainsi, on a deux entités. Il y a les syndromes myélodysplasiques définis génétiquement, c'est les syndromes myélodysplasiques avec délaissance 5q, les syndromes myélodysplasiques avec mutation SF3B1, et il y a aussi les MDS avec une inactivation biallélique de TP53. Pour les syndromes myélodysplasiques qui sont définis morphologiquement, soit c'est des syndromes myélodysplasiques sans excès de blast, ou des formes hypoplasiques, ou des formes avec excès de blast, ou des formes avec fibrose. Maintenant, quel est le pronostic de notre patient? 55 ans, anémie à 9,6, perte de Y au karyotype. À votre avis? Elle est de faible risque. Voilà. Donc, il existe plusieurs systèmes de notation pronostique. Donc, il y a l'IPSS. L'IPSS, c'est un score qui a été utilisé largement dans les essais cliniques. Et l'IPSS, voilà, vous voyez que la publication a été faite en 1997 de ce score. Ce score tient compte de 3 paramètres. C'est les blastes, c'est les blastes au niveau de la moelle osseuse, le pourcentage de blastes au niveau de la moelle, la cytogénétique, le karyotype, et le nombre de cytopénies. Et ça permet de distinguer 4 catégories de risques faibles, intermédiaire 1 qui sont considérés comme faible risque et intermédiaire 2 haut risque qui sont considérés comme à haut risque. Donc il y avait des publications qui ont montré l'impact de certaines anomalies cytogénétiques non insérées, non incorporées dans l'IPSS sur le pronostic.
Donc, il y avait une révision de ce score en 2012. C'est l'IPSSR, et l'IPSSR tient compte de la cytogénétique et aussi du seuil, des cytopénies. Et ça permet de répartir les patients en 5 catégories de risque très faible, faible, intermédiaire, haut risque et très haut risque. Bon, après bien sûr l'arrivée de la biologie moléculaire et son utilisation en hématologie, il y avait aussi des papis qui se sont intéressés à l'impact de la biologie moléculaire sur la survie des patients. Il y avait ce papier aussi qui a montré que la présence de certaines mutations moléculaires confère un pronostic défavorable chez des patients qui sont classés de haut risque. Voilà la présence ici de la mutation, par exemple, la présence de la mutation SF3B1 confère un pronostic favorable, et plus on a de mutations, plus le pronostic, plus la survie des patients diminue. Il y avait aussi ce papier qui a montré que chez les patients qui sont classés de faible risque, la présence de certaines mutations leur confère un pronostic défavorable avec une survie basse, notamment la présence de la mutation TP53, la mutation EZH2, la mutation LUNX1, la mutation ASXL1 et le TV6. Donc, un autre score a été publié en 2022. Donc, c'est un score qui tient compte, bien sûr, de la biologie moléculaire, des résultats de la biologie moléculaire et de ces anomalies moléculaires. Donc, c'est un score qui maintient toujours les paramètres cliniques cytogénétiques de l'IPSSR, mais il y a ici l'ajout des anomalies moléculaires. Donc, ça permet de mieux stratifier le pronostic des patients atteints de MDS. Donc, et vous voyez que ce score permet de distinguer 6 catégories de risques très faibles, faibles, modérément élevé, élevé et très élevé. Donc, c'est un score qu'on peut calculer via ce lien. Il vous suffit juste de saisir les données et vous aurez le score de votre patient. Donc, le pronostic de notre patient est intermédiaire 1 parce qu'il a un score IPSS à 0,5. Et selon l'IPSSR, il est de très faible risque parce qu'il a un score de 1. Donc, il s'agit d'un syndrome myélodysplasique de faible risque. Donc, quel traitement proposeriez-vous pour ce patient? L'abstention-surveillance, agoniste de l'érythropoïétine, luspatercept, l'azacitidine, les agonistes de thrombopoïétine, les soins de support, sachant que notre patient a un taux sérique d'érythropoïétine qui est à 700 unités par litre. 9,6. Abstention, surveillance. Voilà. Azacitidine, c'est un patient qui a un MDS de faible risque. Pourquoi vous allez transfuser le patient alors qu'il a un taux d'hémoglobine à 9,6? Surveillance et abstention. Donc, on va voir voilà, les différentes publications. Donc, l'essentiel pour les MDS de faible risque, parce que ce sont de faible risque, ça veut dire qu'il y a un risque faible de progression vers une leucémie aiguë myéloïde. D'accord? Donc, l'objectif principal de traitement, c'est la qualité de vie. Ça veut dire qu'on doit faire disparaître les symptômes, les signes cliniques. D'accord? C'est essentiellement la fatigue. Donc, c'est l'amélioration de la qualité de vie et c'est la correction des cytopénies. C'est ça, ce sont les objectifs de traitement. Donc, comment on peut faire ça? Donc, il y a les facteurs de croissance érythrocytaires, les facteurs de croissance granulocytaires, les plaquettaires. Il y a aussi les agents hypométhylants et il y a autres traitements, on va voir ça. Donc là, c'est NSC phase. Bon, on commence par les agents stimulant l'érythropoïèse avec l'érythropoïétine alpha. Vous voyez là, c'est NSC phase 3 qui a fait l'AMM, qui a permis l'enregistrement de l'érythropoïétine alpha dans les syndromes myélodysplasiques de faible risque. Donc les patients ont été randomisés pour recevoir l'érythropoïétine alpha à la dose de 450 unités kilo par semaine versus placebo. Donc la réponse érythroïde était estimée à 31,8 pour le poïétine alpha contre 4,4% pour le placebo. Et dans le bras érythropoïétine, il y avait une réduction du nombre de transfusions des globules rouges et une augmentation de délai avant la première transfusion. Et comme vous voyez en bas, il y a aussi la réponse a été corrélée
au taux sérique de l'érythropoïétine. Les patients qui avaient des meilleures réponses, c'est les patients qui avaient un taux sérique d'érythropoïétine inférieur à 100. Donc, quelles sont les limites de ce traitement, l'érythropoïétine alpha? Les limites, c'est que 70% des patients sont soit résistants, soit ils présentent une récidive. Et la durée aussi, la durée médiane de réponse est de 18 mois à 24 mois. 24 mois, donc quels sont les éléments qui permettent de prédire la réponse au traitement? À votre avis, c'est? Voilà, c'est le taux sérique de l'érythropoïétine et le nombre de CGR transfusés. Donc les patients qui reçoivent moins de 2 CGR et les patients qui ont un taux sérique moins de 200, c'est les patients qui répondent bien au traitement par les agents stimulant l'érythropoïèse. La dose, c'est entre 40 000, pour l'érythropoïétine alpha, c'est entre 30 000 à 60 000. Là, on peut aller jusqu'à 80 000. Oui, oui. Non, non, pas du tout, mais le risque majeur, c'est l'augmentation du taux de l'hémoglobine et ça peut entraîner la polyglobulie. C'est pour cela, ça va justifier une surveillance hebdomadaire, bien sûr, à la recherche d'une augmentation plus de 12 grammes par décilitre d'hémoglobine, plus de 12 grammes par décilitre. Donc, est-ce qu'on peut améliorer la réponse en ajoutant les facteurs de croissance granulocytaires? Donc, j'ai cherché dans les publications, je n'ai pas trouvé grand-chose. Bon, le résultat, c'est que je peux vous dire que c'est non. Il n'y a pas vraiment de bénéfice significatif en ajoutant les facteurs de croissance, sauf pour les patients qui présentent, voilà, c'est les patients qui sont les... Non, je ne parle pas de 5 mois, c'est les MDS. Voilà. Donc, pour les patients qui ont des besoins transfusionnels limités, moins de 1 kilo érythrocytaire par mois. Donc, il y a une augmentation de la survie et aussi ça permet l'indépendance transfusionnelle chez ces patients. Donc, maintenant, est-ce qu'on peut améliorer les résultats? Il y a l'uspatercept, c'est une protéine recombinante qui se lie au ligand de la superfamille de TGF, c'est un inhibiteur de facteur de croissance transformant. Donc, ça va inhiber les voies de signalisation SMAD2-3. Donc, les voies de signalisation SMAD2, ce sont des voies inhibitrices de l'érythropoïèse. Donc, en inhibant bien sûr ces inhibiteurs, on va stimuler l'érythropoïèse. Donc, le mécanisme d'action est complètement différent à celui de l'érythropoïétine alpha, parce que l'érythropoïétine agit au niveau de l'érythropoïèse précoce, alors que l'uspatercept agit au niveau de l'érythropoïèse tardif. Donc, il y a cet essai, c'est l'essai médailliste, c'est un essai phase 3 contrôlé par placebo. Donc, les patients qui ont été inclus dans cette étude, c'est des patients qui avaient un syndrome myélodysplasique, une anémie sideroblastique, avec plus de 15% de sideroblastes en couronne, ou qui ont plus de 5%, mais avec une mutation SF3B1. C'est des patients qui sont classés de faible risque selon l'IPSSR, sans délétion 5Q, qui sont réfractaires ou intolérants ou inéligibles aux agents stimulant l'érythropoïèse, avec dépendance transfusionnelle. Donc, l'objectif principal de cette étude, c'était l'indépendance transfusionnelle plus de 8 semaines en 24 mois. Donc, vous voyez là que 38% des patients ont atteint l'indépendance transfusionnelle en 24 mois, plus de 8 semaines en 24 mois, dans le bras l'uspatercept versus 13 dans le bras placebo. Donc, il y avait quand même une amélioration de la réponse érythroïde, mais ce n'est pas vraiment très, très encourageant. Et puis, il y avait une augmentation de la concentration d'hémoglobine. Donc, le luspatercept a été approuvé comme traitement des syndromes myélodysplasiques avec dans l'entité anémie sideroblastique. Donc, le luspatercept aussi, il y a un essai phase 3 qui évalue l'uspatercept ou bien qui randomise l'uspatercept à l'érythropoïétine alpha chez tous les patients atteints de MDS de faible risque. C'est un essai qui est toujours en cours. Les résultats préliminaires sont vraiment en faveur de l'uspatercept.
Donc, y a-t-il d'autres molécules qui peuvent aussi améliorer la réponse? Il y a l'émételstat. L'émételstat, c'est un inhibiteur de télomérase. Donc, cet inhibiteur de télomérase induit l'apoptose des cellules clonales. L'émételstat a été testé, évalué dans un essai phase 2, donc chez les patients qui sont naïfs aux agents hypométhylants et au lénalidomide. Et voilà, vous voyez les résultats. 42% des patients ont atteint l'indépendance transfusionnelle à 8 semaines et 29% ont atteint l'indépendance transfusionnelle plus d'1 an. Maintenant, un petit mot sur la délétion 5Q et la place de l'énalidomide. Donc, il y avait cet essai qui a fait l'AMM de l'énalidomide dans cette indication, les MDS avec délétion 5Q. C'est un essai phase 3 randomisé, donc randomisant les patients pour recevoir l'énalidomide 5 au 10 mg versus placebo. Donc, 205 patients atteints de MDS de faible risque ou intermédiaire 1 selon l'IPSS avec délétion 5Q et dépendance transfusionnelle. Donc, voilà, l'indépendance transfusionnelle pendant plus de 26 semaines a été observée chez 56,1% des patients sous l'énalidomide 10 mg et 42,6% pour l'énalidomide 5 mg et 5,9% pour placebo, avec un taux de réponse cytogénétique qui était de 50% avec le 10 mg et 25% avec 5 mg. Donc, le l'énalidomide a été approuvé dans cette indication, dans les syndromes myélodysplasiques avec délétion 5Q. Maintenant, y a-t-il une place pour l'énalidomide chez les patients qui ont une délétion 5Q, mais sans besoin transfusionnel, avec une anémie, un taux d'hémoglobine moins de 12? Il y avait cet essai, c'est un essai phase 3, c'est l'essai Centrarev, qui a inclus les patients sans dépendance transfusionnelle avec délétion 5Q. Les patients ont été randomisés pour recevoir l'énalidomide 5 mg pendant 28 jours versus placebo. Donc, les réponses, avec le l'énalidomide, il y avait une prolongation, ça permet de prolonger le délai avant la première transfusion et ça permet aussi de réduire le risque de dépendance transfusionnelle de 69,8%. Pour les réponses érythroïdes, il y avait 77,8% des réponses érythroïdes avec le l'énalidomide 5 mg et il y avait 94,1% de réponses cytogénétiques avec le l'énalidomide 5 mg chez ces patients. Qui ont 5Q isolés ou associés à d'autres anomalies cytogénétiques, sans dépendance transfusionnelle. Donc maintenant, la place des agents hypométhylants dans les syndromes myélodysplasiques de faible risque. Là, comme vous savez que l'indication principale des agents hypométhylants, c'est dans les syndromes myélodysplasiques de haut risque. Il y avait cet essai, c'est un essai phase 2. C'est un essai qui a randomisé les patients pour recevoir l'azacitidine et décitabine. Quand même, la survie sans événement, la médiane de survie sans événement était de 20 mois pour décitabine et 13 mois pour l'azacitidine. Ça peut être une option pour les patients qui sont résistants au traitement déjà cité ou les patients résistants au traitement déjà cité. Voilà. Maintenant, la place de l'allogreffe. Aussi, la greffe dans les syndromes myélodysplasiques, on n'en parle pas, parce que l'allogreffe pour un syndrome myélodysplasique de faible risque. Aussi, je trouvais cette étude, c'est une étude rétrospective, donc qui a concerné 246 patients classés de faible risque avec IPSS faible ou intermédiaire 1. Mais quand on a reclassé ces patients, selon l'IPSSR, 76% étaient à haut risque. Donc, l'essentiel, c'est qu'il y avait une bonne évolution avec la greffe chez ces patients. Donc, ça peut être aussi un traitement pour les patients qui sont résistants à tous les traitements. Maintenant, un petit mot sur la thrombopénie. La thrombopénie, qui est un facteur quand même péjoratif parce que les patients saignent beaucoup, et c'est une cause de mortalité élevée. Donc, la place des agonistes de thrombopoïétine dans cet essai a été évaluée, dans cet essai phase 2. Donc, les patients ont été randomisés pour recevoir romiplostine versus placebo. Donc, 250 patients ont été inclus dans cette étude. 160 patients ont reçu romiplostine à la dose de 750 microgrammes par semaine versus 80
et 80 patients ont reçu le placebo. Donc le romiplostime a permis une augmentation de taux de plaquettes et une réduction du nombre d'événements hémorragiques et de transfusions plaquettaires. Mais ça n'a pas impacté la survie globale et la survie, et la survie sans progression. Il y avait aussi un autre essai qui a évalué les thrombopaques, d'accord, un autre agoniste de thrombopoïétine dans les MDS de faible risque avec une thrombopénie. Là, ils ont inclus des patients qui ont une thrombopénie moins de 30 000. Dans l'autre essai, il y avait l'inclusion des patients qui avaient des thrombopénies moins de 20 000 ou supérieures à 20 000 avec antécédents hémorragiques. Là, 325 patients ont été inclus dans cette étude. 169 ont reçu les thrombopaques orales à la dose de 50 mg à 300 mg. 57 patients ont reçu le placebo. Donc, la conclusion, c'est que les thrombopaques, c'était la même chose. Donc, il n'y avait pas d'impact sur la survie sans progression, la survie globale, mais il y avait une augmentation de taux de plaquettes et la réduction d'événements hémorragiques. Non, pas d'accélération. L'accélération, mais c'est réversible. Il y a une augmentation de taux de blast avec les thrombopaques au romiplostime, mais c'est réversible. Donc, la chélation, aussi la place de la chélation dans les syndromes myélodysplasiques de faible risque. Il y a cet essai, c'est l'essai Telesto, c'est un essai multicentrique randomisé en double aveugle, contrôlé par placebo. Donc, 225 patients ont été inclus dans cette étude avec une ferritinémie supérieure à 2247 et avec des besoins transfusionnels. C'est des patients qui sont transfusés plus de 15 CGR. Donc, le déferazirox était introduit à la dose de 10 mg à 40 mg, 10 à 40 mg kg par jour. L'EFS, voilà, il y avait une amélioration de la survie sans événement. Vous voyez que l'EFS a été prolongé d'environ 1 an avec le déferazirox. Maintenant, les autres pistes, voilà, il y a la thérapie axée sur la mutation, c'est la thérapie ciblée. À titre d'exemple, l'anti-IDH1, l'anti-IDH2. L'IDH1, les mutations IDH1 et IDH2, c'est des mutations qui sont observées chez presque 10-15% des patients atteints de syndrome myélodysplasique. Ça peut être aussi une option thérapeutique chez les patients non répondeurs. Il y a cet essai qui a été fait par le groupe francophone de syndrome myélodysplasique qui a montré des réponses globales de 50%. Donc, selon les recommandations de l'ELN, donc pour les cytopénies asymptomatiques, c'est la surveillance, l'abstention et surveillance. Pour les anémies symptomatiques avec un taux sérique d'érythropoïétine moins de 500 ou des transfusions moins de 2 kg érythrocytaires par mois, là, elle est recommandée, bien sûr, de traiter par l'érythropoïétine, plus ou moins facteur de croissance. Pour les syndromes myélodysplasiques délaissance 5Q, avec une délaissance 5Q, donc l'érythropoïétine avec un taux sérique, pour les patients qui ont un taux sérique d'érythropoïétine plus de 500 ou qui ont des besoins transfusionnels avec des transfusions plus de 2 kg érythrocytaires par mois, donc il faut les traiter par le linalidomide. Pour les patients qui ont un taux sérique moins de 500 ou qui ont des besoins transfusionnels limités, donc on traite dans ce cas-là par l'érythropoïétine. Pour les patients qui présentent les formes hypoplasiques, là, on peut traiter par le protocole de l'aplasie médulaire. C'est l'association SAL-Cyclo, l'SAL-Cyclo qui donne 50% de réponse dans cette indication. Donc, quel traitement proposeriez-vous pour voilà, là, c'était l'abstention et la surveillance que vous avez dit. Maintenant, on enchaîne avec le deuxième cas clinique. Donc, on a reçu un patient de 62 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, voilà, qui présente une dyspnée d'installation progressive depuis 4 mois, chez qui l'examen clinique trouve des lésions échymotiques des 2 membres supérieurs. Donc, son hémogramme a objectivé une anémie avec un taux d'hémoglobine à 7,3, normochrome avec un VGM à 82, normocytaire avec un VGM à 82, normochrome à 27, avec une thrombopénie à 24 000, une leucopénie à 3570, une neutropénie à 460, un taux de lymphocyte normal à 2140, un taux de mono à 600 et un taux de Ricci à 38 000. Donc la conduite, bien sûr, on va faire le myélogramme. Voilà. Donc le frottis sanguin montrait des anomalies morphologiques, je vais passer. Et voilà le myélogramme, qu'est-ce que vous voyez sur cette image ?
Moi, je n'ai pas vu de PNN. Métamyélocyte. Je crois qu'il y a des cytologues, des biologistes ici. Donc, il y a la présence de blastes et il y a aussi des anomalies morphologiques au niveau de, au niveau de la lignée granulocyte. Donc, en conclusion, la conclusion de médecins biologistes, c'était un syndrome myélodysplasique multilinéaire avec un excès de blastes type 1. Dans quels examens complémentaires? On demande bien sûr le karyotype qui a montré qui était complexe et voilà le pronostic de notre patient. Une anémie qui est le karyotype, ça. Plus de 3 anomalies. Là, c'était juste un commentaire. Quelle remarque. C'est juste un commentaire. Hein? Au risque. Donc, le patient de notre... Voilà, le pronostic, c'est un patient qui est... c'est un syndrome myélodysplasique de haut risque. Donc, quel traitement proposeriez-vous pour notre patient? L'azacitidine, l'allogreffe des cellules souches hématopoïétiques, vénétoclax, l'aracitine faible dose, soins de support, chimiothérapie intensive, pancytopénie, avec une anémie à 7,6, neutropénie à 460, plaquettes à 22 000, karyotype complexe. Oui, il y a un myélogramme avec excès de blastes, type 1. Donc, le traitement des syndromes myélodysplasiques de haut risque, il y a les agents hypométhylants. Donc, pour les agents hypométhylants, il y a cet essai, c'est l'essai ASA 001. Donc, c'est un essai qui a fait l'AMM de l'azacitidine, dans les syndromes myélodysplasiques de haut risque. Voilà, la médiane de survie, comme vous voyez, il y avait un gain de survie globale de 1 an, presque de 1 an. Donc la médiane de survie globale était de 24,5 mois pour l'azacitidine versus 15 mois pour le traitement conventionnel. Le traitement conventionnel qui a comporté les soins de support, l'aracitine à faible dose et la chimiothérapie intensive. Donc dans cet essai, le délai médian avant la première réponse était de 2 cycles et la poursuite du traitement après la première réponse améliore la réponse. Donc, les résultats, quelle est la place ou qu'en est-il dans la vraie vie? Est-ce que l'azacitidine donne les mêmes résultats? Donc, il y avait des études, c'est des études quand même qui restent rétrospectives, mais quand même, il y avait des grandes séries sur l'azacitidine. Il y avait cette étude espagnole qui a inclus plus de 1000 patients. Et et vous voyez là que l'azacitidine, dans la vraie vie, ne fait pas mieux que le traitement conventionnel, parce que vous voyez que la médiane de survie globale, elle est de 12 mois. Donc, il y avait aussi une autre étude canadienne qui a montré la même chose. Et cette étude canadienne a montré que les patients qui ont reçu plus de 4 cycles avaient les meilleures réponses et les meilleures survies. Donc, il y a aussi cette étude de MD Anderson qui a montré que la survie à long terme des patients âgés sous agents hypométhylants sans greffe des cellules souches hématopoïétiques, la survie globale à 5 ans était de 4%. Et la probabilité de survie à 5 ans, chez les patients ayant reçu plus de 6 cycles, était significativement plus élevée que celle des patients ayant reçu moins de 6 cycles, mais c'était 6% versus 1%. Ça, c'est dans la vraie vie. Mais quand même, je ne vous dis pas que l'azacitidine, ce n'est pas un bon produit, ce n'est pas une bonne molécule, mais probablement, en l'associant avec d'autres molécules, on peut espérer, bien sûr, des réponses meilleures. Voilà, c'est ça. Voilà. Je vais répondre à cette question. Donc, il y a aussi un autre agent hypométhylant, c'est décitabine aussi, qui a été évalué dans un essai phase 3. Et il n'y avait pas de bénéfice en termes de survie globale. Comme vous voyez, les courbes, les courbes de survie de l'azacitidine et de traitement standard étaient superposables. Donc, le traitement après l'échec de l'azacitidine, vous voyez quand même que la survie, après l'échec aux agents hypométhylants, vraiment, la survie est très, très basse. La survie est catastrophique. Les meilleures réponses
ont été obtenus avec la greffe des cellules souches hématopoïétiques, avec une médiane de survie globale qui est quand même de 19,5 mois. Et puis, voilà, un petit mot sur les agents hypométhylants. Donc, les agents hypométhylants donnent une réponse lente, évaluée à 6 cycles, qui est de l'ordre de 50%. La médiane de survie est de 2 ans dans les essais cliniques et 12 mois dans la vraie vie. La survie est beaucoup plus courte après échec des agents hypométhylants. Maintenant, la place de la chimiothérapie intensive, c'est un traitement qu'on ne doit pas quand même délaisser, surtout chez les patients qui ont un pourcentage de blast plus de 10%. Ça reste quand même une bonne option pour bridger les patients à la greffe des cellules souches hématopoïétiques. Donc, il y a cet essai, c'est une étude quand même rétrospective, qui a comparé l'azacitidine voilà, à la chimiothérapie intensive chez les patients ayant plus de 10% de blast. Quand même, les taux de réponse globale et les taux de rémission complète étaient significativement plus élevés dans le bras chimiothérapie intensive. Donc, ça reste une option pour les patients qui ont un pourcentage de blast plus de 10%. Puis maintenant, la place de la greffe des cellules souches hématopoïétiques dans les syndromes myélodysplasiques de haut risque. L'essentiel, c'est que dans le seul traitement curatif dans les syndromes myélodysplasiques, c'est la greffe des cellules souches hématopoïétiques. Et le problème qu'on a, c'est que la majorité des patients, c'est des patients âgés. Donc, c'est des patients qui sont inéligibles à la greffe des cellules souches. Mais maintenant, actuellement, avec les nouvelles méthodes de conditionnement, les nouvelles stratégies de conditionnement, l'utilisation de conditionnement atténué, donc l'indication de la greffe chez ces patients s'est élargie de plus en plus. Donc, maintenant, il y avait 3 essais prospectifs qui ont montré qu'il y a un gain en termes de survie globale et en termes de l'EFS avec la greffe des cellules souches hématopoïétiques. Vous voyez là que le taux de survie globale à 3 ans chez les patients qui avaient des donneurs était de 47,9% versus 26% pour les patients qui n'avaient pas de donneurs. Donc les limites de la greffe, c'est l'âge avancé, et plus l'âge augmente, plus il y a les comorbidités. Et aussi, il y a certaines études qui ont montré aussi l'impact de la biologie moléculaire de certaines mutations aussi sur le devenir clinique des patients en post-greffe, notamment la présence de certaines mutations, la mutation TP53, la mutation ASXL1, la mutation RUNX1. Maintenant, la place de l'entretien aussi dans les syndromes myélodysplasiques, là, c'est une étude qui a montré quand même que aussi l'agent hypométhylant ne donne pas vraiment, ça n'améliore pas la survie en post-greffe, voilà, en entretien. Donc, vous voyez que la survie sans rechute et la survie globale, voilà, était voilà, semblable à celle voilà, du bras observation. Maintenant, le vénétoclax. Le vénétoclax, un anti-BCL2, voilà, comme vous avez dit. Donc, le vénétoclax, l'association vénétoclax-azacitidine a été évaluée dans les leucémies aiguës myéloïdes. Elle a été approuvée chez les patients âgés atteints de LAM. Donc, cette association, cette combinaison aussi a été évaluée dans les syndromes myélodysplasiques voilà, de haut risque. Et vous voyez que la réponse globale ici, dans cet essai phase 2, était de 84%. Quand même, c'est une association qui est toxique, cytopéniante. Ça justifie juste une surveillance, d'accord? Mais voilà. Il y a aussi le vénétoclax, ou l'association vénéto-azacitidine, maintenant, est évaluée dans un essai phase 3, c'est l'essai Verona, d'accord? Cet essai randomise les patients pour recevoir le vénétoclax 400 mg pendant 14 jours, plus l'azacitidine, voilà, versus placebo. Donc, c'est un essai qui est en cours. Maintenant, il y a le magrolimab, c'est un anti-CD47. Donc, le magrolimab aussi, c'est un anti-CD45. Le CD47, ça permet l'inhibition des macrophages. Donc, l'anti-CD47 va entraîner l'activation des macrophages qui vont détruire les cellules clonales. Donc, l'anti-CD47 a été évalué dans DCC, et c'est phase 1, qui a montré, en association avec l'azacitidine, qui a montré des réponses importantes. Mais un essai phase 3 a été interrompu parce que cette association était très toxique. Maintenant, les recommandations ELN sur les syndromes voilà, myélodysplasiques de haut risque. Pour les patients plus de 65 ans, 70 ans,
Donc, soit un traitement symptomatique, soit l'azacitidine. Pour les patients qui sont moins de 65 ans, voilà, qui ont un donneur, donc qui ont des donneurs, dans ce cas-là, il faut faire la greffe des cellules souches hématopoïétiques. Donc, avant la greffe, on peut utiliser soit la chimiothérapie et l'azacitidine, d'accord. Et pour les patients qui n'ont pas de donneur, donc qui ont une cytogénétique défavorable, il faut traiter bien sûr par l'azacitidine. Pour les patients qui ont plus de 10%, soit l'azacitidine, soit une chimiothérapie type AM. Donc, je vous remercie pour votre attention. Veneto. Laissez Fastro, laissez Verona. Bridge pour Lalo. Veneto. Ça fait c'est bon.